Bonjour et bienvenue à tous pour ce 6e épisode de 24, le podcast réalisé par les membres de 24 Seconds, le forum de Basket USA. Ici Gugur, très content de vous retrouver pour ce 6e épisode déjà, et aujourd'hui je suis en compagnie de Red. Comment tu vas? Oui, salut, ça va super. Tant mieux, j'espère que t'es prêt parce que là ça va être une longue session. Et puis on a aussi un petit nouveau, c'est le dernier membre de notre équipe actuellement composée, et c'est Mamat. Comment tu vas? Salut, ça va, et puis je suis super content d'être là pour le podcast. T'as pris des bonnes vacances avant aussi pour te préparer et arriver en forme dès le départ? Ouais, je suis chaud parce que ça va clasher ce soir. J'espère bien. On a un gros morceau comme je le disais parce qu'aujourd'hui on va se consacrer à la préparation un peu du ranking de chaque conférence et on va faire d'abord la conférence Est. Donc on va commencer par le 15e jusqu'au 1er. On a chacun fait nos votes et puis à la fin on a fait un petit ranking consensus. Et on va garder juste deux équipes de côté pour une rubrique coup de gueule et puis une rubrique focus. Mais là on commence directement par le bottom de chez le bottom. Je parle des Hornets. Les Hornets sont les amis 15e, les gars. Vous en pensez quoi de cette équipe pour l'année prochaine? Je suis d'accord, comme j'avais dit sur la dernière vidéo, je ne crois pas du tout à Hornets cette année. Leur franchise player c'est Terry Rozier, qui était backup l'année dernière. On sait presque rien de lui en tant que go-to guy de l'équipe. Ensuite, c'est très plafonné au niveau talent. J'ai pas été du tout convaincu par le coaching l'année dernière par Borrego. Donc voilà, ça va être une très longue saison pour les Hornets. Ouais, Terry Rozier, ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un joueur qui joue mieux sans le ballon. Le problème, c'est qu'aux Hornets, il n'y a pas un seul joueur du coup qui joue bien avec le ballon potentiellement. Batum, on dirait qu'il en a peur et on devrait avoir une équipe de jeunes normalement, puisque les Marvin Williams, les MKG et autres devraient avoir peu de temps de jeu, donc on devrait vraiment mettre en avant les Miles Bridges, le PG Washington qui a été drafté, Terry Rozier, mais ça devrait bottom quoi. Ça devrait bottom. Toi, Mamat, t'es plutôt d'accord là-dessus? Ouais, carrément. Faut bien imaginer que le départ de Kemba Walker, qui est le franchise player depuis 8 saisons de la franchise, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, moi, je les attends pas trop sur le terrain. Finalement, j'attends plutôt la direction. Comment la franchise va se reconstruire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire des gros contrats qui arrivent expirant en fin de saison. Biombo, Marvin Williams, MKJ. Voilà, c'est des choses sur lesquelles la franchise va pouvoir travailler. Est-ce qu'ils vont réussir à faire des trades? Est-ce qu'ils vont réussir à faire venir des jeunes, récupérer des tours de draft? Voilà, moi j'attends surtout la direction, qu'ils prennent vraiment une vraie direction au niveau de la reconstruction. C'est vrai qu'après les Hornets, on sait pas si c'est une équipe qui peut vraiment se permettre de faire une longue phase de reconstruction. Ça semble inévitable au niveau sportif. Mais au niveau financier, on sait pas trop. Pour le coaching, moi je suis plus optimiste. J'ai bien aimé ce qu'avait fait Borrego quand c'était pas du pur pick and roll Kemba Walker. Donc en tout cas, je pense que le coaching est mieux que l'équipe qui va arriver. Parce que là, on n'en connaît rien. C'est les Cavaliers. Les Cavaliers, on les a mis 14e de la conférence et je pense que ça va être leur place. Personnellement, c'était ma place dans cette conférence. Toi, t'en penses quoi, Mamat, là-dessus? J'ai du mal à les voir. Franchement, c'est une équipe qui a dit l'année dernière qu'elle n'était pas en reconstruction, mais finalement il se passe rien. Elle a misé sur Sexton et elle repique cette année sur la ligne arrière, mais finalement est-ce que Garland et Sexton vont pouvoir jouer ensemble? Est-ce que tu vas pas torpiller un en faisant grappiller des minutes l'un sur l'autre? J'ai vraiment du mal à voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. J'ai du mal à voir le projet de la franchise. Il faut savoir qu'ils sont aussi torpillés par des gros contrats. Tristan Thompson, Brandon Knight, Kevin Love. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de Kevin Love? Encore une fois, chez les Cavs, j'attends presque plus du côté du front office que du côté du terrain. Où voilà, j'ai pas vraiment d'attente à part le développement continuer à voir le développement de Sexton et puis voir ce que les qui vont arriver vont faire. Alors personnellement, on sait déjà que le front office qui est en place, ils aiment bien avoir deux meneurs de jeu. C'est un truc, je me rappelle plus du nom du gars là, mais c'est quelque chose qui se dit pas mal. Il aime bien avoir deux porteurs de balles. Donc là, t'as Garland et Colin Sexton. Spoiler alert, moi j'y crois pas parce que défensivement, les deux sont hyper mauvais. Que Darius Garland c'est un croqueur de balles et que Colin Sexton ne sait pas jouer vraiment sans le ballon. À côté de ça, il y a Kevin Porter Jr. qu'ils ont drafté en 30e. Pour moi, c'est le plus gros potentiel hors top 5-6 de cette draft. Sauf qu'il a un comportement un peu douteux. On sait que à USC, il trouvait ses coéquipiers vraiment pourris, donc il voulait pas jouer avec eux. Du coup, il avait fait aucun effort. Mais voilà, gros caractère, gros potentiel. Et les Cavs, c'est pas une destination qui va lui permettre de se calmer tant il n'y a pas de leader de vestiaire, quoi. Red, t'as un avis là-dessus? Je comprends pas l'été suivant. Le choix du coach, déjà, Papy, je pense qu'il a 80 ans, il va pas. Ce
qu'il fait encore là, ce qu'il peut apporter de nouveau. Comme les Hornets, c'est très très bon niveau talent et niveau construction. Ouais, c'est clair que ça va être une équipe qui peut être intéressante à regarder parce qu'ils ont des joueurs excitants qui viennent de drafter. Cedi Osman, effectivement, je pense pas que ce soit un franchise player non plus. J'en attends des belles choses. C'est un mec qui aura toujours un rôle en NBA. Ensuite, Mamat, il a parlé de qu'est-ce qui va arriver à Kevin Love. Je vois bien un transfert arriver. J'ai envie de me prononcer là-dessus. Enfin, en tout cas, j'espère pour Cleveland, mais ça va être une des grosses questions. Mais avec ou sans Kevin Love, ils vont être au fond. Du coup, on va pouvoir passer à la 13e place. Et la 13e place, je suis désolé pour les fans des Knicks, encore une fois, mais c'est bien eux qui... Ah ouais, c'est bien eux qui arrivent encore une fois assez bas dans notre conférence. Mamat, tu peux commencer à sortir le couteau pour eux. Ouais, au contraire des Cavs et des Hornets, on a quand même là du talent dans cette équipe. On a vraiment un diamant brut, RJ Barrett. On va voir ce que ça va donner. Je pense que le vrai objectif de cette année, ça va être de le développer, de voir qu'est-ce qu'il peut donner en NBA. Est-ce que ça peut être très rapidement ce qui très rapidement il peut porter une équipe. Moi, j'aime bien l'été qui a été fait une fois qu'ils ont fait le deuil d'attirer un gros nom. Ils ont été chercher des mecs comme Portis, Randall, Gibson, Morris. Et à mon avis, c'est plutôt dans la volonté d'encadrer un groupe de jeunes. L'objectif étant, à mon avis, de rendre la franchise sexy, attrayante pour repartir à la chasse à un free agent l'été prochain. Il va pas y avoir une grosse attente sportive. Je pense que personne ne voit les Knicks accrocher les playoffs dès cette année. Il y a du talent, mais ça manque encore trop d'expérience pour jouer beaucoup plus haut, à mon avis. Pour moi, le principal problème, tu vois, c'est pas particulièrement le talent ou l'expérience, c'est que t'as beaucoup de joueurs, en fait, qui ont besoin de tenir la balle. Même si t'as pas de très bons meneurs, t'as quand même, tu vois, Dennis Smith Jr. qui a besoin de la balle, Elfrid Payton a besoin de la balle, RJ Barrett doit avoir la balle et aura la balle, Julius Randle, c'est un joueur qui joue avec le ballon, Portis, la même chose. Donc, en fait, t'as beaucoup de joueurs qui ont besoin de la balle et t'as peu de shooters, mais là où je te rejoins, c'est qu'ils avaient besoin de vétérans. L'an dernier, ils ont fait une saison avec des mecs de G-League qui arrêtaient pas de croquer tout le temps, c'était affreux. Donc là, ils ont voulu poser des bases. On voit les bons contrats, on voit qui arrive à à se démarquer un petit peu. On reprend une identité un peu défensive et on reconstruit avec RJ Barrett. Donc les Knicks, ils finissent bas pour moi dans la conférence, mais c'est pas une mauvaise chose pour eux dans leur projet sportif si ça s'installe. Toi, Red, tu en penses quoi de ça? Comme Mamat, j'ai beaucoup aimé la réaction après au moment de la draft quand ils ont su qu'ils n'allaient pas attirer de gros noms. J'ai vraiment aimé la venue de Julius Randle, Portis, Gibson. C'est pas des gros noms, mais ça va apporter, ça va jouer des matchs, ça va apporter l'énergie. RJ Barrett, bien sûr, c'est un diamant brut qui est potentiel superstar, vraiment. Mais par contre, faites jouer Frankie, les gars. Faites jouer Frankie, vraiment. C'est pareil, c'est un diamant, Frankie il faut le faire jouer. Et j'espère vraiment que Fisdale, je connais bien Fisdale, peut être un bon coach, vraiment. Il faut qu'il pousse les jeunes, il faut vraiment qu'il les fasse jouer. Il a un bon noyau, Randle, Barrett, il faut que ça joue, il faut que ça court. Et voilà, il faut que ça prenne de l'expérience ensemble. Je pense que s'il passe pas par là, et ça n'ira nulle part. Je pense que Frank il va se faire trade, il doit se faire trade parce que dans cette équipe, comme je te dis, il y a trop de ball handlers pour qu'un mec comme Frank puisse exister en attaque et on voit qu'il a besoin de prendre de la confiance. Pour moi, c'est pas un joueur qui doit dès maintenant là se contenter d'un rôle de je mets des 3 points dans un corner et je défends. Non, mais titulaire, il faut le mettre titulaire pour moi. Il faut le faire jouer à côté de Barrett. Donc voilà, du coup, Dennis Smith Jr. sur le banc. Non, faites-le partir lui. Smith Jr. faites-le partir. Ouais, mais ça, je pense que ça arrivera pas. Je pense que Frank il va se faire échanger contre un second tour, une connerie dans ce style-là et. Je serais dégoûté. Je serais content pour Anthony Kinaz. Il aurait sûrement un meilleur rôle d'autre part, mais il mérite pas ça. Bah ça c'est notre côté chauvin, mais en même temps c'est vrai qu'il y a de quoi développer. Et puis pour parler d'une équipe maintenant qui a des certitudes sur le poste de meneur de jeu, parce que je suis Jean-Michel Transition ce soir messieurs, il y a les... Et ouais, il y a les Wizards. Alors ils ont des certitudes sur un meneur de jeu, mais ils ont plus de meneur de jeu en fait puisqu'il s'est cassé, donc ils sont un peu bloqués. Les Wizards, ça a été une équipe plutôt partagée, parce que certains de nous les ont mis en play-off, ou bien en limite play-off, et puis d'autres les ont mis très 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 bas. Du coup, ils finissent 12e. Les Wizards en play-off? Tu as dit quoi? Les Wizards en play-off? Ouais, il y en a qui les ont mis en play-off, ouais. Non, il y a personne. Je sais même pas l'effectif des Wizards. Ils ont signé Isaiah Thomas, je sais même pas s'il va jouer.
Rui Hachimura, je suis grand fan. Franchement, Rui Hachimura, je suis un grand fan. Louis, il s'appelle Louis. Oui. Rui Hachimura, il va apporter des points. C'est quoi l'effectif des Wizards? Il y a personne. L'effectif, c'est Bill et Hachimura, et derrière, t'as le cadavre de John Wall, le fantôme de Miami, J-Miles, t'as le payroll qui est... t'as une masse salariale qui t'empêche de travailler, t'as un vestiaire qui est composé de cassos. Je sais pas trop de... En fait, ils ont signé un général de... Je sais pas ce qu'ils ont envie de faire, je sais pas où ils ont envie d'aller. Ils devraient tout faire péter à un moment donné, mais ils ont pas envie de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est L'équipe qui, Donald à mon avis, Trump n'a pas su encaisser les défaites. Ils sont quand même passés il y a 2 ou 3 ans, voilà, à côté d'une belle chose. Ils ont eu un bon groupe et ils n'arrivent pas à faire le deuil de ce groupe. Alors derrière, sur le terrain, il va rien se passer parce que t'as quand même 2 bons joueurs avec Bill et Hachimura. À mon avis, Bill, il va te faire gagner des matchs. Tu vas pas réussir à viser un first pick, mais t'es à mon avis beaucoup trop loin d'équipes comme le Magic pour pouvoir viser les playoffs, et tu vas te retrouver dans un entre-deux qui est horrible en NBA parce que tu peux pas chercher du talent et tu peux rien faire en playoff. C'est une équipe que je sens pas du tout, ni sur le terrain ni en dehors. Après, le truc, c'est que quand tu prends Rui Hachimura, c'est que effectivement, c'est pour du win now, quoi. C'est un mec qui a fait 3 ans de collège à Gonzaga, qui s'est développé. C'est un style de jeu qui est pas forcément dans le moule actuel de la NBA. C'est un poste 3-4, plutôt 4, assez lourd de base, qui aime bien jouer dos au panier, qui a pas forcément un shoot à 3 points. D'ailleurs, le jour de sa draft, son GM dit, en fait, tu sais tirer à 3 points, hein. Et Rui Hachimura, il lui dit, ouais, donc il s'est pas du tout fait scouter. C'était assez surprenant comme déclaration de presse. Ouais, c'est les Wizards. Moi, je pense que c'est Donald Trump qui prend les décisions à la place du GM. Hein. Ça expliquerait beaucoup de choses. Tu vois, on prend les gars la coupe de cheveux, on bouge Thomas Satoransky parce qu'on a la haine. Je sais pas. Mais ouais, c'est inquiétant les Wizards. Je vois pas où ils vont. Je vois pas du tout où ils vont non plus. Donc moi je les ai mis vraiment très très bas. Même je pense qu'ils peuvent finir plus bas que les Knicks ou que les Cavs potentiellement. Moi je les ai mis derrière les Knicks aussi. Hein. Ah ouais. Donc on va dire que tous les trois on les a pas mis en playoff parce qu'on a fait un petit peu le sondage là avec toute l'équipe. Hein. J'ai ratissé large, donc on va pas balancer celui qui les a mis assez haut. Ouais. Dis-les donc. Non. Je vais pas faire ça, un ami. C'est un mec de chez nous. Sinon, l'équipe juste au-dessus, c'est les Atlanta Hawks. Les Atlanta Hawks qui sont dans un projet de reconstruction, qui ont réussi à faire un très bon en allant chercher l'année dernière Trae Young, et finalement on fait un petit peu mentir les rumeurs. Je pense que Doncic voulait pas aller jouer là-bas. Ils font une bonne saison, des choses intéressantes. Là, à la draft, ils vont choisir 2 potentiels assez hauts. DeAndre Hunter en 4 qui voulait absolument. Et ensuite, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est Cameron Reddish qu'ils vont chercher. Par un trade. C'est ça, ils récupèrent Cameron Reddish. Alors, autant DeAndre Hunter, je suis plutôt fan. C'est un mec qui est sophomore, qui sort de Virginia, très fort défenseur, peut tenir le ballon, qui peut shooter à 3 points. Autant Cam Reddish, si vous aimez le profil, je suis vraiment désolé pour vous parce que c'est un mec qui ne peut pas marquer en lay-up. Cam Reddish, on lui dit qu'il a un physique parfait, il shoot beaucoup à 3 points, mais il le fait pas bien. C'est un mec qui finit pas au lay-up, c'est un mec qui s'oublie sur le terrain. Donc pour moi, c'est un gars qui à la fin de son contrat rookie, se terminera en G-League. Voilà, à vous. Ouais, carrément. Non, mais je trouve que moi j'aime bien la direction qui est prise par Atlanta. Pour le coup, là on voit le projet évoluer. Il y a Trae Young, on n'a pas encore parlé de John Collins, qui est quand même un joueur qui est hyper intéressant. Ouais, grave. Cet été, ils font arriver Crabbe et Van Turner. Alors voilà, c'est des joueurs qui sont limités, mais qui vont quand même apporter de l'expérience sur le terrain, et je pense aussi en dehors du terrain. Encore une fois, je pense que les Hawks, personne ne les attend en playoff, donc ils vont pas avoir une pression folle. Non, moi j'aime bien ce qui a été fait. Bon, t'as aussi la signature de Jabari Parker, et j'ai pas envie d'en parler. Bon, ils ont Jabari Parker et Chandler Parsons quand même encore dans leur effectif cette année. Non, Parsons. Non, mais Au moins, tu défends correctement. non, mais sérieusement, non, moi j'aime bien cette équipe. Je pense que c'est une équipe sur laquelle j'ai envie de cliquer sur le League Pass, parce que Trae Young, c'est un joueur qui est hyper sympa à avoir joué. Moi, j'y croyais pas du tout lors de sa draft. Et franchement, il est allé gratter pour le rookie de l'année. C'est un joueur qui est hyper fun à avoir joué. On s'amuse en regardant les Hawks de l'année dernière avec Trae Young et John Collins. C'était sympa à avoir joué. Je pense que ce sera encore super à avoir joué cette année. Il va continuer à se construire, et je pense qu'on les attendra peut-être l'année prochaine. Ouais, bah tu vois, quand ton équipe elle est plus suivie parce que c'est la dernière saison de Vince Carter qui part à la retraite,
que pour le résultat sportif, effectivement, on peut pas parler d'une grosse pression. Mais attention aux Hawks, hein. Tu vois, si je devais mettre une pièce sur une équipe qui peut faire grosse surprise et que j'arrête de faire mon Bulls fan, je pourrais mettre les Hawks parce qu'en théorie, ils ont toutes les armes dans la NBA moderne pour réussir. Dans le sens où ils ont une équipe où tout le monde peut shooter à 3 points ou presque. Défensivement, t'as quand même des vrais gars, même si c'est jeune. Tu as des gars de vestiaire qui peuvent être intéressants. Donc, why not si ça clique bien et qu'on part sur un système vraiment très offensif, très très rapide, les Hawks peuvent surprendre des gens. Ça dépendra aussi si John Collins s'est un peu renforcé, ce qui va réussir à tenir le contact. J'ai un peu peur quand même du secteur intérieur. Enfin, vraiment, au poste de pivot, c'est à mon avis trop léger. De toute façon, le problème de Collins, c'est qu'il arrive déjà pas à tenir des arrières en percussion. Donc après, des intérieurs, ça devient vraiment hyper chaud. Mais s'il renforce ça, ce secteur de son corps, là, s'il a vraiment travaillé, parce que je suis en train de les manger aussi, tu vois, à mon niveau, hein, les obliques, les lombaires et la ceinture abdominale pour un peu encaisser le choc et tenir, ça peut être intéressant. Mais c'est son point de développement à lui. Après, c'est une équipe qui, à mon avis, peut aussi jouer l'attaque à fond. Ça peut être les Nuggets des années 80, quoi. Ça peut jouer vite, ça peut courir, ça peut, être très sympa à voir, mais c'est vrai que ça va pas être très solide défensivement. Non, c'est ça, c'est une équipe du NBA Sunday, quoi. 21h30, t'arrives tranquillement, tu les lances et puis tu t'éclates devant une orgie de tir à 3 points, quoi. Et puis, du coup, on va passer à l'équipe qui est juste devant eux et ça me fait mal. Je vous avoue, ça me fait mal. Parce que là, c'est les Bulls. Alors, il y en a parmi vous qui ont joué le jeu, qui les ont mis en play-off, et je les remercie. Je vous ferai un petit chèque. Et puis, il y en a d'autres qui ne les ont pas mis en play-off, et on se retrouve comme ça, un petit peu à la place du con. Donc, les Chicago Bulls, perso, j'y crois pour l'an prochain, si ça clique offensivement. On en a déjà longuement parlé, donc je vais pas énormément m'étendre dessus. Je vais dire que Thomas Satoransky a fait une Coupe du Monde là qui m'a régalé et qui me donne des vraies espérances pour le poste de meneur et dans le développement de Kobe White. Maintenant, je vais vous inviter à aller regarder le podcast numéro 4 parce que j'aime bien me faire de la pub à moi-même. On a longuement détaillé, mais ça peut être une équipe aussi surprise et qui peut aller gratter une place en playoff l'an prochain. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. On va pas insister dessus, mais je fais partie de ceux qui les voient que peut-être l'équipe pour la gratter de la conférence Est cette année. Tout a été dit la dernière fois. Mais moi j'ai envie d'y croire à cette équipe. Disons que là, t'as une équipe qui, pour le coup, axe son jeu sur la défense. Donc, contrairement aux qui vont tout miser sur l'attaque, les Bulls, c'est vraiment une équipe qui aura une identité défensive d'abord. Et on sait que quand tu défends bien, surtout dans une conférence Est, tu gagnes des matchs et donc t'as possiblement plus de chances d'aller en play-off. Toi, Red, t'aimes bien l'équipe aussi, mais je sais plus si tu les as mis en play-off à la fin. Comme a dit Maman, ce sera vraiment l'équipe pour la gratter à l'Est cette année, je pense. Ce sera hors des playoffs, pas plus. Je suis moins convaincu que toi par rapport à Satoransky. Après, Satoransky va servir surtout de modèle à Kobe White. Vraiment, c'est deux profils assez similaires. Un meneur de grande taille, on est autour de 1m98 à peu près, je crois. Capable de jouer avec et sans le ballon, capable de shooter avec un tir extérieur. Kobe White, en théorie, est plus rapide. C'est vraiment un mec qui est capable de casser du rythme, de changer de vitesse assez rapidement. Et défensivement, il a montré que c'était un joueur très collectif. Donc, j'aimerais bien que l'upgrade se fasse comme ça, mais il est un modèle, quoi. Et je pense qu'il y a des joueurs qui arrivent en NBA et qui n'ont pas forcément de modèle pour leur poste ou pour leur profil. Et là, pour le coup, t'as vraiment la version de check de à quoi tu ressembles. Donc ça, c'est vraiment cool pour lui. Mais ouais, les Bulls. J'espère qu'il aura un plafond en termes de talent plus élevé que Satoransky. Normalement, oui. Ça dépendra vraiment de est-ce qu'il arrive à se mettre en confiance. Est-ce que son shoot se stabilise? Parce qu'on sait qu'à UNC, ça lui a pris 3-4 mois pour vraiment devenir le Kobe White pick 7 qu'on a connu. Au début, il était même pas annoncé drafté pour cette année-là. Donc je pense que voilà, c'est un joueur, il va falloir lui laisser le temps. Et si tout s'aligne bien pour lui, ça peut devenir un gars hyper intéressant qui fera dans tous les cas une carrière NBA. J'en parle pas comme un All-Star. Pas du tout. Je suis même pas sûr que ce soit un titulaire définitif à la fin, mais ce sera un joueur qui fera une carrière, ouais, je pense. Et puis, on va maintenant passer à l'équipe qui est juste après. Là, on va rentrer en théorie dans nos 8, je crois bien. Et c'est le Miami Heat. Ouais, c'est le Miami Heat maintenant. Équipe dans laquelle je crois pas vraiment, malgré l'arrivée de Jimmy Butler. Heureusement, Dave n'est pas là pour me défoncer en ayant dit ça. Mais ouais, cette équipe, moi, je suis pas convaincu. Vous en pensez quoi, vous? Tu dis malgré l'arrivée de Butler, moi j'ai envie de dire, je suis pas convaincu
à cause de l'arrivée de Butler, ce mec s'est perdu depuis qu'il est parti de Chicago. Est-ce que c'est un mec qui est encore vraiment 100% focus basket? Ou est-ce qu'il est encore parti sur la night, il vient de signer un gros contrat, il va être à Miami, ça va être fun, ça va sortir. Bon, on va pas le condamner avant, mais j'ai du mal à être convaincu. Et je suis vraiment pas convaincu qu'il apporte plus qu'un Josh Richardson qui était vraiment sur qui était en progression. Donc voilà, moi je suis pas hyper convaincu. Maintenant, attendons de voir. Il y a quand même un peu de talent dans cette équipe. Il y a un coach qui a fait ses preuves. Il y a une direction qui a fait ses preuves. Attention justement à la direction. Il peut se passer des choses pendant le cours de saison. Je serais pas étonné qu'il y ait un roster qui soit profondément remanié en cours de saison. Bah, disons que Je pense tout l'inverse. Eh ben vas-y, je te laisse y aller. On parle quand même de Jimmy Butler. Jimmy Butler, si on se rappelle bien, l'année dernière avec Philly en playoff, il a été assez monstrueux, même toute la saison dernière. Il a été monstrueux. C'est justement un gars qui est vraiment beaucoup de basket aux entraînements. D'ailleurs, l'épisode de l'entraînement avec Minnesota, ça prouve que le gars c'est un taré de basket. Bah, il était en dernière année. On sait que certains joueurs peuvent être particulièrement motivés à l'idée de re-signer un nouveau contrat. Moi, j'y crois vraiment. Tu fais la comparaison avec Jason Richardson. Pour moi, il a Richardson dans chaque bras. Mais en termes de talent, il est incroyable. Jimmy Butler dans un collectif aussi bien huilé que Miami avec un coach qui est Post. Ça peut faire très très mal. Je ne pense pas que ça sera top 5 de l'Est, mais ça sera en playoffs. Et ça sera une très bonne saison pour Miami et Jimmy Butler. Bah, disons que ça va dépendre en fait de la qualité des copines des coéquipiers, quoi. Tu vois. Non, en vrai, Jimmy Butler, le problème c'est que quand il est l'option numéro 1 d'une équipe, c'est un mec qui casse vraiment ta fluidité du jeu offensivement parlant, pour l'avoir eu plusieurs années. C'est un gars qui veut jouer beaucoup le pick and roll mais qui prend pas les écrans, et pour les intérieurs c'est souvent très frustrant, surtout que là t'as Bam Adebayo, t'as envie de le voir rouler vers le cercle et pas de se retrouver bloqué en mi-distance ou de pop. Donc offensivement parlant, Jimmy Butler, si tu lui laisses les clés du camion, c'est du hero ball, donc tu gagnes des matchs comme ça, mais t'en perds beaucoup aussi. À côté de ça, est-ce que Miami va avoir une profondeur au shooting assez intéressante pour pouvoir justement compenser le fait que ton axe principal ne shoot pas très bien? Butler, Bam Adebayo dans le pick and roll, ça je suis pas sûr. Je sais pas dans quel état va être Goran Dragic l'année prochaine. Et ensuite, dans le secteur intérieur, effectivement, tu perds Whiteside parce qu'il fallait le lâcher. C'est quelque chose de positif pour ton équipe. Mais à côté de ça, t'as pas vraiment une forte présence, quoi. T'as un Kelly Olynyk qui, pour le coup, peut t'apporter du shooting. T'as toujours ce James Johnson qui va t'apporter des écrans, du jeu rugueux, mais qui commence à être sur le déclin. On voit que l'an dernier, il a fait une bien moins bonne saison qu'il y a 2 ans. Donc voilà, Miami, je suis pas sûr. Je sais pas si ça va bien fonctionner ou pas. Ça gagnera des matchs, mais ce sera pas beau offensivement, et ça se trouve, le vestiaire va pas tenir longtemps. Donc à voir si Spoelstra arrive. Moi, j'y crois. Bah, c'est bien, faut y croire, hein. De toute façon, faut, et c'est pas une équipe qui va être bottom, hein. Mais au moment... Vas-y. Ouais, bah de toute façon, c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Si Butler s'adapte au jeu de Miami, Miami peut faire des belles choses. Si Butler s'impose sur le jeu de Miami, offensivement parlant, à côté de ça, t'as pas vraiment d'autres solutions, et que lui dit, bah dans ce cas, vous me donnez tous les ballons. Là, je suis plus inquiet, surtout dans les moments clés. Et puis Butler, c'est un mec qui aime bien parfois se réserver quelques matchs aussi. Et je pense pas que Miami aura le luxe de le faire. Et que les équipes à côté vont jouer la carte un maximum. Et on pense par exemple aux copains de Floride, là, qui sont pour nous juste dessus sur le board. L'Orlando Magic, qui eux sont dans la continuité. Et ont pas de mec à reposer, ne jouent pas avec un rôle de superstar, jouent comme une équipe dans un collectif, et ça va peut-être faire la différence. Moi, je vous demande ce que vous en pensez. Est-ce que Orlando, c'est vraiment une meilleure équipe que le Heat, que les Bulls, que les Hawks, ou est-ce que c'était juste une bonne surprise de l'année dernière? J'ai envie de dire la prime à la continuité. T'as fait le choix de re-signer Vucevic. Ok, tu payes cher, tu diminues peut-être tes capacités à sérieusement progresser dans les 2 ou 3 prochaines années, mais tu t'achètes, à mon avis, des résultats aujourd'hui. T'as un groupe qui tourne, t'as des certitudes, t'as un coach qui est quand même assez solide. L'équipe va, à mon avis, repartir sur des bases assez similaires à celles de l'année dernière. On va retrouver, à mon avis, une équipe solide en défense. L'année dernière, le Magic
c'était pas mal, c'était pas la meilleure défense, mais c'était quand même, à mon avis, dans le premier tiers des défenses. Et puis, t'as des mecs, comme Fournier, comme Aaron Gordon, qui commencent à être tranquillement des valeurs sûres. T'as une grosse inconnue, qui, à mon avis, de changer les choses et de te faire sacrément progresser. C'est Fultz. On va voir, est-ce qu'il va enfin devenir un joueur NBA. J'ai aussi envie de voir si Isaac et Bamba, qui ont encore finalement que 21 ans, ou 20 ans, je sais plus exactement, peuvent progresser et vraiment cranter. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a aujourd'hui un groupe de qualité qui va pouvoir te faire gagner des matchs tout de suite, et t'as des capacités d'upgrade. Alors t'as peut-être pas une capacité pour aller chercher le plus top 3 à l'Est, mais tu as une capacité d'upgrade. Voilà. Ok, perso, le Magic, je les ai pas mis en playoff pour l'année prochaine. Oui, il y a de la continuité, il y a des bonnes choses, effectivement. Jonathan Isaac, j'aime beaucoup ce qu'il peut faire avec Aaron Gordon. Markelle Fultz, effectivement, je le prends pas en considération. T'as des gars qui font la Coupe du Monde, donc est-ce qu'à la fin, ils vont pouvoir être en pleine forme? Surtout, je pense à Evan Fournier qui a des grosses responsabilités. Derrière ça, t'as allé prendre un rookie qui va pas te contribuer cette saison, puisqu'il a une grosse blessure, donc il est out pour toute la saison. Donc ouais, Orlando, je pense que ça peut être une bonne équipe, une bonne défense, mais je vois pas d'upgrade par rapport à la saison dernière, et je vois plusieurs équipes qui derrière poussent justement pour arriver en playoff. Je pense justement aux Bulls, je pense aux Hawks, je pense au Heat, tu vois, et je me dis que c'est peut-être le Magic qui va en souffrir de ça, qui va en pâtir. Juste sur Fultz, il y a quand même eu 1 ou 2 updates pendant l'été, courant août, on a vu quelques vidéos de lui à l'entraînement, on l'a vu shooter, et son geste avait l'air propre, il avait pas l'air gêné par son épaule. Après, bon, tu sais ce que c'est, les vidéos qui sont diffusées par les teams, par les staffs des joueurs. Ouais, mais moi j'ai l'air d'un monstre. Voilà. Mais bon, en tout cas, il est peut-être de retour. Ok, bah écoute, j'espère que du coup il donnera raison, surtout pour le Magic, parce que là effectivement à la main ils partent sur quoi? Ils partent sur Michael Carter-Williams et Didi Augustine, quoi. À la main, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le duo de l'année dernière. Et bon, bah Didi Augustine, c'est un mec qui a fait le tour de la NBA, c'est un bon journeyman, c'est un gars qui est un bon backup meneur. Il a fait un super match contre les Raptors l'an dernier, mais c'est pas un meneur titulaire de NBA. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Et là, maintenant, on arrive à une équipe qui a beaucoup descendu par rapport à l'an dernier. Ce sont les Raptors, hein. Forcément, tu perds Kawhi, mais parmi nous, il y en a qui les mettent du coup limite playoff, genre 8ème, et puis d'autres pensent qu'ils vont quand même réussir à performer. Je vais te donner la parole là, mon petit Red, parce que je sais que t'es un fan de Pascal Siakam maintenant. Donc t'en penses quoi, toi, des Raptors? Non, je suis pas fan de Pascal Siakam. Énormément fan de Pascal Siakam, d'accord. Non, j'aime beaucoup, mais moi je les ai mis 8ème aussi, au bord des playoffs. Bon, bien sûr, la perte de Kawhi, c'est mal à tout un pays, j'ai envie de dire. C'est vrai, mais, littéralement. Pas seulement à l'équipe. Bon, il y a toujours les vétérans, Kyle Lowry, Marc Gasol, Serge Ibaka, Fred VanVleet qui a explosé en playoff l'année dernière. Des gars qui peuvent te faire gagner des matchs, je pense, avec Pascal Siakam. Le jeune Anunoby qui va revenir aussi. Donc c'est un collectif. Nick Nurse qui est un très bon coach. C'est un mélange d'expérience, de jeunesse. Pour moi, ça va en playoff à l'Est sans trop de soucis. Pas grand chose à dire sur les Raptors. Moi, pour les mêmes raisons que toi, je les ai pas mis 8ème, moi je les ai mis 4ème pour moi à l'Est. Je trouve que c'est une équipe qui a encore beaucoup de talent. Certes, t'as le séisme d'avoir perdu Kawhi Leonard, mais en même temps t'as gagné un titre, tu vas commencer ta saison avec des certitudes, avec peu de pression. Personne va t'attendre, t'as un coach qui a montré qu'il avait des bonnes idées, qu'il avait du courage, qu'il osait mettre des choses sur le terrain. T'as aussi un front office qui est de qualité et qui va pouvoir, à mon avis, faire des choses en cours d'année. Et puis t'as un bon mélange de jeunes talentueux avec, on a parlé de VanVleet, Siakam, Norman Powell, et puis des mecs bien expérimentés, quoi. T'as quand même Gasol, Ibaka, Lowry. Et à mon avis, si c'est une équipe qui ne peut plus jouer la tête de la conférence, c'est pour moi une équipe qui veut jouer le haut du panier. Et je pense qu'elle aura l'avantage du terrain au premier tour. Pour le coup, le départ de Kawhi Leonard, c'est un vrai coup. Mais je pense que l'équipe a les reins solides pour pouvoir repartir sereinement. Et voilà, il y a des certitudes, quoi. Ouais, c'était le mot que j'allais employer, des certitudes. C'est une équipe qui a appris à jouer ensemble depuis déjà plusieurs années. C'est une équipe qui peut défendre fortement sur plusieurs situations en s'adaptant sur les line-up, qui a montré qu'ils avaient
un coach qui était vraiment hyper intelligent, qui pouvait proposer plusieurs choses. C'est une équipe qui a des vraies capacités au tir extérieur, qui a de la création sur plusieurs joueurs, effectivement. T'as Kyle Lowry qui peut encore, t'as Fred VanVleet qui veut prendre la relève, t'as Pascal Siakam, t'as Marc Gasol qui t'apporte cette création-là. Donc moi, je suis pas inquiet pour eux non plus, je les vois bien quatrième, et je vois pas en fait beaucoup d'équipes qui peuvent aller les chercher plusieurs fois, quoi. Enfin, franchement, si là je devais faire mon top 4 plusieurs fois encore à l'Est, je les mettrais toujours quatrième, ouais. Tranquillement. Et puis à côté de ça, t'as allé chercher des mecs un petit peu pour remplacer Kawhi sur le poste, surtout défensivement. Tu vas prendre un Hollis Jefferson pour la défense, pour le rebond, pour l'impact. T'as le retour d'Anunoby, donc voilà, pas trop inquiet pour ces Raptors l'an prochain. Du coup, on va passer à notre équipe suivante. Là, on arrive un petit peu vers la tête du panier, hein, on arrive dans notre top 5. Et il y a les Pacers. Les Pacers, on en a plusieurs fois parlé, c'est une équipe qui va être intéressante à suivre dans tous les cas puisqu'elle a beaucoup changé pendant l'été. Tu perds tes deux meneurs, tu perds Bogdanovic, mais tu vas récupérer à côté de ça Malcolm Brogdon, tu vas récupérer du scoring avec TJ Warren. T'es allé drafter un Goga Bitadze, donc voilà, vous les attendez où les Pacers? Est-ce qu'ils vont être dignes de ce top de conférence? Oui, toujours top 5, David, depuis déjà 3-4 ans. Malgré des choix un peu discutables dans la draft, Bitadze, pourquoi? Voilà, un choix assez particulier. L'arrivée de McConnell, assez, mais il y avait déjà Brogdon, Oladipo, Holiday. C'est qui l'autre meneur? Le troisième Holiday, voilà. ouais. Ça fait déjà beaucoup de porteurs de ballon, plusieurs choix assez curieux, mais je pense qu'on peut compter sur Nate McMillan, sur son staff. Une belle saison à l'Est, ça sera encore très très solide Indiana. Moi, je suis un peu moins convaincu que toi sur les Pacers. Faut quand même parler d'Oladipo qui va être absent a priori au moins jusqu'à Noël. Et je trouve que sans Oladipo, l'équipe va sérieusement manquer de création. Je trouve aussi que l'équipe est assez limitée en intérieur. T'as Miles Turner et Sabonis, c'est quand même deux excellents joueurs, mais derrière ça manque à mon avis de rotation. Voilà, Bitadze, ça m'étonnerait qu'il soit performant dès sa saison rookie. C'est rarement le cas avec les joueurs à mon avis de ce profil-là. Donc je suis un peu moins convaincu par les Pacers. Pour le coup, je les mettais moi derrière les Raptors. Je trouve qu'il y a un peu moins de certitude. Je vais attendre de voir ce qui se passe à mon avis en attaque. Je pense que c'est une équipe qui sera sérieuse, mais j'ai un peu peur que ça manque de génie créatif. On va pas être les grands mots, mais que ça manque de création. Ouais, là-dessus, je te rejoins. C'est vrai que Bogdanovic, du coup, quand Oladipo se pète, il passe à 20 points par match, il joue plusieurs ballons, il va apporter. Donc ça, c'est bon pour ton petit Jazz, hein, clairement. Après, je te rejoins moins sur l'intérieur parce que Bitadze, je pense que comme c'est un mec qui met des 3 points, il aura un rôle. Après, t'as TJ Leaf aussi. T'espères que lui se développe enfin, parce qu'il est décevant depuis qu'il est sorti du UCLA et avoir brillé avec Lonzo Ball. Comme je te dis, t'as dit TJ Warren. Peut-être que c'est TJ Warren qui va t'apporter du scoring et Malcolm Brogdon qui va avoir un autre rôle. Donc bon, tu manques de créa, mais t'as une défense qui devrait être en place. Je trouve que t'as un effectif assez deep. T'as du shooting aussi, donc je les vois bien faire le taf jusqu'à temps qu'Oladipo revienne et puis après remettre la machine en marche et puis accumuler des victoires et arriver assez frais pour les playoffs, pour la finale. Je les vois pas avec l'avantage du terrain, mais ouais, encore une fois, 5ème et puis à la lutte avec une belle série à la fin, quoi. On arrive dans le top 4 et là ça fait un peu plus débat. Il y a les Nets. Les Nets, je trouve que c'est assez intéressant comme équipe. Ils ont beaucoup changé, mais faut pas oublier que Kevin Durant va être sûrement out pour toute la saison, voire pour les playoffs. Et maintenant, comment cette équipe qui va être menée par Kyrie Irving avec un poste 5 où il va y avoir de la bataille entre Allen et Jordan pour justement avoir le poste de titulaire et peut-être la confiance et se mettre bien. Comment cette équipe va réussir à se mettre en place? Ils sortent d'une belle saison où ils ont terminé du coup 7ème de leur conférence ou 6ème de leur conférence. Enfin, en tout cas, ils ont affronté les Sixers au premier tour. Maintenant, ce nouveau visage là de New York, qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine, les gars? J'ai été très très déçu de cette saison pour l'année. Vraiment. J'ai été très très déçu parce que je trouvais que l'année dernière les Nets c'était une équipe qui avait du cœur, qui avait un collectif qui jouait ensemble.
la superbe histoire de D'Angelo Russell, les coups de Jared Dudley en playoff, on les voit faire les petits pas de danse sur le banc, en train de fêter les victoires. Pour moi, c'était une équipe vraiment magnifique, l'évolution de Jarrett Allen, etc. Là, tout cassé avec l'arrivée de Kyrie et de Durant, mais qui va arriver du coup donc que l'année prochaine. Je trouve ça tellement dommage, vraiment. Je suis vraiment déçu de cette tentation. Bien sûr, c'est une équipe, voilà, ça va faire des résultats, ça va faire du spectacle. Irving, DeAndre Jordan. Mais non, j'ai très déçu. Il y avait tellement d'engouement, j'avais tellement de sympathie pour cette équipe que là, je ressens plus rien et elle me donne même plus envie de la regarder. Oh, c'est Moi, c'est dur. pareil, j'aime les belles histoires et je trouve que voilà, on a peut-être cassé une belle histoire avec un groupe de jeunes qui se développait. Maintenant, business is business. On n'est pas là pour enfiler des perles du côté des Nets. Il y avait de l'argent à faire rentrer, du business à faire. Ils ont fait le boulot, ils ont fait venir Kyrie Irving, ils ont fait venir Kevin Durant, même si cette année il sera sûrement pas là. Ça va gagner des matchs, j'ai pas de soucis pour les mettre. Moi je les ai mis top 5, mais voilà, top 5, top 4, ça va faire le job. Maintenant, Kyrie Irving, capitaine d'une équipe, je suis pas convaincu, je trouve que quand il était tout seul à Cleveland, il était jeune, pas forcément matché. Quand il a été capitaine du bateau des Celtics, et ben le bateau s'est quand même pris quelques écueils. Voilà, j'ai quelques doutes là-dessus. Je trouve ça dommage de mettre un TD Jordan dans les pattes d'un Jarrett Allen qui était un joueur voilà, qui est très intéressant. Mais voilà, tu mets Kyrie Irving, le shooter élite de Joe Harris, Caris LeVert qui a fait un excellent début de saison l'année dernière. Voilà, à mon avis, il n'y a pas de raison que ça gagne pas des matchs. Il y a aussi Terran Prince sur les ailes qui va être intéressant, qui est arrivé, je crois, cet été. Je sais plus s'il est arrivé en fin de saison dernière ou s'il est arrivé cet été. Non, c'était celui. Voilà, c'est ça. Bon, pour moi, c'est une équipe que je vois faire une bonne saison régulière, arriver top 4, top 5 et se bouffer un mur en premier tour de playoff. Voilà à peu près mon point de vue. Bien sûr, toute cette analyse est faite avec un Kevin Durant qui ne joue pas de l'année. Hein, on est d'accord que s'il revient au printemps, l'analyse sera complètement différente. C'est ça. Mais t'as mis en évidence quelque chose qui est important pour moi, c'est que cette équipe, elle est vraiment deep sur plusieurs postes. C'est que en création, effectivement, t'as Kyrie, tu vas avoir aussi Spencer Dinwiddie, tu vas avoir Caris LeVert. Donc t'as des mecs qui peuvent porter le ballon, mais qui peuvent jouer sans ballon. T'as un coach qui est vraiment excellent, je trouve. Atkinson, ce qu'il montre, c'est incroyable, avec des fonds de jeu qui bougent beaucoup de création de jeu sans ballon, avec un Joe Harris justement qui peut rayonner là-dedans, dans ce rôle de sharpshooter, là où je cours partout, je t'embrouille derrière des écrans et je vais scorer. T'as récupéré Taurean Prince, t'as récupéré Wilson Chandler aussi, même s'il va être suspendu quelques matchs. Ça fait chier pour eux qu'il soit suspendu en début de saison. Ouais, Je pense que t'aurais préféré l'avoir en début de saison et le perdre sur la fin. Après, tu vois, encore une fois, t'as Moussa, t'as Kuruks aussi, donc bon, ça fait chier, mais t'as quand même des joueurs qui sont là pour compléter. Je pense que les Nets, que ce soit du 1er au 10e, 11e, 12e, voire plus encore dans la rotation, t'as des mecs qui ont des choses à te proposer. Et toujours ce profil de je défends, je joue collectivement, je rentre mes 3 points. Donc ça, c'est une équipe qui va forcément accumuler des victoires. La plus grosse interrogation, effectivement, c'est qu'est-ce que tu fais avec Allen et Jordan. On avait déjà parlé plusieurs fois. On va espérer que Allen garde le poste de titulaire et joue beaucoup, et que Jordan soit un petit peu là pour faire plaisir à Kyrie et dépasse pas les 20 minutes de jeu grand maximum. Maintenant, si le vestiaire commence à s'embrouiller, si des anciens sont pas contents que des nouveaux comme Kyrie et Jordan viennent s'approprier tout le travail qu'ils ont fait, ça peut clasher. Mais bon, j'ai confiance dans le front office, j'ai confiance dans le coach pour mettre tout ça en place. Contrairement, Faut même oublier aussi un meneur star. Il paye encore 5 millions cette année pour Deron Williams, c'est important. C'est vrai, c'est incroyable ça. Franchement, je trouve ça fou. Ce mec-là touche plus que certains joueurs qui jouent. Ce mec-là touche plus que Il touche plus que Caris LeVert. Ce mec-là touche plus qu'une équipe entière de WNBA. Voilà. Malheureusement pour les femmes, ouais. On arrive à la 3e équipe, et là c'est une équipe qui a, pour le coup, beaucoup moins de garanties, et c'est pour ça qu'on va se la garder pour plus tard. Je parle des Celtics, donc voilà, on va créer du suspense et on la dévoilera plus tard, et on va passer directement à la 2e place
avec les Sixers qui sont aussi une équipe qui ont pas mal bougé leur effectif. Là, ils ont perdu Jimmy Butler, ils sont allés récupérer Al Horford. Maintenant, vous en pensez quoi de cette équipe? Est-ce que Al Horford aux Sixers, c'est une bonne chose? J'y crois beaucoup, moi. Perso, moi je les vois truster la première place de la conférence. T'as effectivement l'arrivée d'Al Horford, mais tu fais aussi venir Josh Richardson. Ouais. C'est intéressant. Et puis surtout, tu continues à construire autour de Embiid et Ben Simmons. C'est une équipe qui va arriver encore très solide à mon avis défensivement, qui va avoir aussi une belle force de frappe offensive. Moi aussi je les vois premiers parce que je pense qu'ils seront beaucoup plus résilients aux blessures qu'une équipe comme les Celtics ou qu'une équipe comme les Bucks. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tu vas pouvoir supporter la perte de Ben Simmons sur 5 matchs ou la perte d'Embiid sur 5 matchs. Voilà, moi c'est une équipe que je vois dominer la conférence, c'est-à-dire assez facilement. Bah, après, effectivement, cette équipe des Sixers, je sais pas comment elle va attaquer. Je sais pas à quel point Brown va réussir à adapter pour que Ben Simmons puisse enfin jouer peut-être sans ballon et dans des cuts récupérer une balle près du cercle et marquer. Parce que Al Horford, on sait qu'il peut s'écarter, mais il se fait assez vieux et puis il prend un petit volume de tir à 3 points. Il a un bon pourcentage, mais sur pas un très très gros volume. Donc attention à ça. On va peut-être avoir aussi le fait que DJ Redick soit parti et du coup tu vas manquer de spacing à la fin. Par contre, défensivement parlant, je pense que c'est la meilleure équipe l'an prochain si ça se passe bien. Et je pense que surtout, ils sont taillés, ils sont faits pour les playoffs. Parce que ceux qui peuvent les faire chier, ce sont les Bucks. Et là, pour le coup, avec Embiid et Al Horford, t'as l'arme parfaite anti-Giannis. Et je les vois pas régner sur sur la saison régulière. Je les vois deuxième de saison régulière, perso. Par contre, en playoff, je pense que c'est eux qui remportent à la fin et qui vont en finale NBA, ouais. Eh bien, on va terminer avec nos premiers. Bah, forcément, si c'est pas les Sixers qui ont terminé premiers chez nous, c'est les autres, c'est les Bucks. Les Bucks qui l'an dernier étaient déjà premiers. Alors ils ont fait un été, on en a pas mal parlé, où ils ont décidé de conserver Middleton pour une somme, discutable. Ils ont perdu Malcolm Brogdon, ils ont gardé Lopez, ils l'ont prolongé. Ils ont perdu Tony Snell aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui a fait quelques petits changements, mais qui va rester de façon globale sur le même système de jeu. Bala Giannis. Tout le monde s'écarte, je crée la différence, je donne la balle à un mec qui va être ouvert et sur une saison régulière, ça je vais te punir. À côté de ça, je vais avoir une défense qui va être vraiment hyper efficace. Je vais pouvoir switcher sur plusieurs rôles. Je vais espérer en attaque que Dante DiVincenzo puisse un peu prendre le ballon en main. Et voilà, je pense que c'est une équipe qui va marcher sur sa conférence en saison régulière encore une fois. Attention, c'est jamais facile de confirmer. Je trouve qu'on a rarement des équipes qui finissent en tête plusieurs années de suite pour la numéro 1 de leur conférence. Les Bucks vont quand même, à mon avis, être très 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 Giannis dépendants. Il fait la Coupe du Monde, il va peut-être être fatigué, il va peut-être devoir louper quelques matchs s'il veut être à 100% au printemps. Et je pense que Milwaukee sans le grec, ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, moi c'est pour ça que je les vois un petit peu descendre, ça va être très solide, ça va être à mon avis 2. Mais voilà, je les vois bien descendre un petit peu. Sur leur été, ils n'avaient pas le choix à mon avis. Il fallait re-signer Middleton, voilà, c'est bien, à mon avis, voilà, le taf a été fait. Mais voilà, pour moi, les Sixers seront devant. Ok, je t'avoue que effectivement c'est dur de confirmer. Alors oui, ils sont totalement Giannis dépendants, ça c'est une évidence absolue. Par contre, en saison régulière, les équipes essaient rarement d'avoir un plan de jeu défensif adapté à l'opposant. Sauf en fin de saison, t'es dans la merde et que t'essayes de gratter quelques places pour l'avantage du terrain. Mais globalement, on n'a pas vu vraiment de défense qui avait un plan anti-Giannis, quoi. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, je pense qu'ils vont les laisser jouer leur jeu et que si on les laisse jouer leur jeu et qu'on défend de façon normale, un peu globalement comme sur tous les autres, tu peux pas les arrêter, les Bucks. Tu gagnes contre les Bucks lorsque ils ont une panne d'adresse. En fait, tu gagnes contre les Bucks quand ces mecs-là, ils arrivent pas à rentrer leur tir ouvert. Et pour moi, c'est la seule équipe dans la conférence Est qui peut avoir ce luxe-là de se dire je perds que si je me foire et pas si l'adversaire est meilleur que moi. Donc je les vois vraiment premiers. Mais dans tous les cas, ça va être disputé. Et on peut avoir encore des très très beaux playoffs à l'Est cette saison encore. Non, c'est sûr que là, on a quand même
On a quand même une belle conférence Est, là. On a, à mon avis, des joueurs qui vont être très sympas à voir cette année. On va avoir une lutte quand même assez forte entre, à mon avis, le top 3. Il y a des équipes comme les Nets, les Pacers qui vont aussi casser les pieds de ce top 3. Donc non, je pense qu'on va avoir une belle conférence Est cette année. C'est ça, très clairement. Et bah du coup, on va pouvoir passer sur les deux équipes qu'on a laissées de côté de façon exprès, parce que il y avait la première raison, c'est qu'il y avait un gros écart pour les Pistons. Les Pistons, certains les avaient mis très haut, certains les avaient mis très bas, d'autres average, et donc il y a un coup de gueule à créer sur les Pistons, hein, une équipe qui va diviser un petit peu là dans le Michigan. Les Pistons, personnellement, je les vois faire une très bonne saison l'année prochaine. Je sais pas encore exactement où est-ce que je vais les mettre, ils peuvent osciller d'un jour à l'autre, peut-être pas avec l'avantage du terrain, par contre ils sont pas pour moi la lutte pour les playoffs, pour la simple raison qu'ils ont amélioré deux choses, leur shooting extérieur. Tu vas récupérer un Tony Snell qui a un 3&D vraiment impeccable, tu vas récupérer un Derrick Rose s'il confirme son pourcentage de la saison dernière va ramener justement du tir extérieur. Je pense qu'on va avoir plus de Blake Griffin sur un poste de pivot et Andre Drummond qui va peut-être s'effacer un peu plus au fur et à mesure de la saison, enfin, en tout cas je l'espère, donc ça va être positif pour eux dans le spacing. Et deuxièmement, tu apportes de la création, encore une fois par Derrick Rose, où tu vas pouvoir avoir de l'efficacité près du cercle. Et donc voilà, pour moi, Detroit, ça passe un cap l'an prochain. Oui, moi aussi, les Pistons, j'y crois beaucoup pour l'année prochaine. Déjà de par le coaching, ça va être la deuxième saison de Dwayne Casey. On a vu qu'il a réussi à accrocher le 8e spot l'année dernière avec qui est quand même assez réduit. Beaucoup de blessures de Reggie Jackson, poste 2 et 3, il n'y a absolument personne. Là, cette année, il part avec une bonne base de recrutement. On peut peut-être parler d'un retour de Reggie Jackson sur deux jambes, qui, on a vu, a eu un gros impact sur la fin de saison dernière. L'arrivée de Derrick Rose, son leadership, son expérience en sortie de banc va être vraiment bénéfique pour les Pistons. L'arrivée par exemple de joueurs comme Morris ou encore Tony Snell, c'est Tony Snell qui est arrivé cette année. Donc on peut voir que le recrutement a vraiment été intelligent et ils ont vu quel était leur manque l'année dernière et ils ont pallié à ça. L'arrivée aussi du jeune français Sekou, qui va sûrement passer par la J-League avant vraiment d'avoir des minutes malheureusement, mais il va vraiment au fil des années se faire une place au poste 3-4 chez les trois qui au fur et à mesure du développement de l'équipe va lui aussi se développer, donc ça peut vraiment être intéressant. Ensuite la paire Griffin-Drummond, beaucoup critiquent Drummond de par son jeu qui n'est vraiment pas adapté au jeu NBA 2019-2020, mais à l'instar un peu comme un Whiteside ou un Nurkic, il a une vraie énergie, il a vraiment de l'énergie, il peut apporter vraiment au rebond en défense aussi. Je crois qu'il marque 15 points par saison de jeu. Si par exemple il pourrait faire 12 points par saison et par contre en défense s'appliquer encore plus au contre, à la dissuasion, il pourrait vraiment être intéressant et être beaucoup plus complémentaire de Griffin qui commence à être capté. C'est pour ça que j'y crois vraiment cette année. Poste pourquoi pas un spot 6. Ouais, tu vois, cette raquette, je pense que elle peut être efficace. Malheureusement, Drummond, il progresse pas. Il progresse pas selon les attentes qui étaient placées en lui. Et puis, le combo Reggie Jackson, Andre Drummond sur pick and roll, c'est juste affreux. Franchement, c'est dégueulasse. D'ailleurs, la saison où Reggie Jackson joue moins, Andre Drummond, avec un autre meneur de jeu, fait des meilleures stats. Donc voilà, j'espère que pour lui, Derrick Rose va l'améliorer là-dedans. Et puis, ils ont récupéré Markieff Morris, hein, je crois. Marcus Morris ou Markieff Morris, on me corrigera. Mais en tout cas, voilà, ça peut aussi faire une paire intérieure avec Morris en 4 et Blake Griffin en 5. Et là, t'es sur une dynamique spacing, t'es sur une dynamique jeu rapide. Donc, je pense que tu vas avoir une rotation intérieure avec 3 joueurs seulement. Peut-être que Sekou Doumbouya va s'inscrire après sur un poste 4 aussi, un petit peu plus. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus moderne, à l'opposé de ce que tu pouvais peut-être dire, mais en complétant un petit peu aussi. Et ça va marcher, je pense, pour Detroit. Ils ont besoin de ça. Et vas-y, je t'écoute. Oublié que Reggie Jackson, 2 saisons comment il est en galère. Ça fait 2 saisons que Jackson il est en galère. On avait vu que quand il était vraiment sur son poste, Detroit était vraiment très intéressant. Si cette année, c'est comme Derrick Rose, si le physique tient pour Jackson, les 3, ça va en playoff très facilement.
L'année dernière, Reggie Jackson joue 82 matchs et il est toujours aussi catastrophique. Ça se voit Non, qu'il mais est pas en forme. Ça se voit qu'il est pas. tu sais, un mec qui est pas bon, enfin qui est pas en canne pendant 3 ans, ça m'étonnerait qu'il revienne au top de sa forme au bout de la 4e année. Moi, je fais partie de ceux qui sont pas hyper fans des Pistons cette année. Je sais pas, j'arrive pas à trouver, enfin ouais, c'est offensivement, je trouve pas la cohérence dans cet effectif. Je trouve que t'as pas mal de mecs qui créent pour eux-mêmes, mais je trouve que ça manque de lien collectif. La paire Griffin-Drummond, j'étais assez confiant lorsqu'elle a été constituée et je suis de moins en moins fan. Est-ce que c'est pas trop lourd pour une NBA d'aujourd'hui ou voilà, on a de plus en plus besoin d'intérieurs mobiles qui sont capables de switcher sur tous les postes. Voilà, je suis pas aussi convaincu que vous sur cette équipe. Ouais, pour être un peu provocateur, je les avais glissés en dehors des playoffs. Voilà, je trouve que ça va beaucoup jouer sur Griffin. On sait que Blake a l'habitude de louper quand même quelques matchs tous les ans. Je trouve que sans lui, l'équipe n'est vraiment plus du tout la même et je la vois pas performante du tout sans lui. Ah, ça c'est clair qu'ils ont aussi une dépendance à Blake Griffin, mais je pense que la plus grosse diff par rapport à l'an dernier, c'est ton spacing, tu vois. Genre en playoff, ils se sont fait démolir par les Bucks parce qu'à chaque fois qu'ils attaquaient, les Bucks ils étaient 3 à 4 sous le cercle, ils savaient que personne n'allait les punir. Et donc là, t'as rajouté vraiment 2, 3, voire 4 shooters qui peuvent te ramener des paniers à 3 points régulièrement. Du coup, tu vas écarter la défense aussi adverse, tu vas avoir plus de place à l'intérieur et j'espère que ça va pouvoir bénéficier à tes joueurs vedettes. Drummond, je pense que voilà, effectivement, faut que ça se termine ce projet. Je pense que maintenant, le projet doit aller vers un Blake Griffin en poste de pivot et un Sekou sur un poste 4. Est-ce que ça va se faire dès l'an prochain? Non, mais je pense vraiment que Drummond va de moins en moins être présent dans la rotation des Pistons et que de façon assez ironique, ça va être bénéfique pour les Pistons. Mais voilà, c'est une équipe qui va diviser, c'est pas forcément très flashy, mais c'est à observer. Et on verra dans le jeu, est-ce que offensivement ça marche bien. Et si ça marche pas, comme Amat le dit, ça peut pas faire les playoffs. S'il y a trop de blessures, ça ne peut pas faire les playoffs. Et si offensivement ça passe bien, que t'as du tir extérieur qui rentre et que finalement tout le monde arrive un petit peu à trouver sa place, ça peut aller emmerder pas mal de très bonnes équipes de la conférence Est. Et il y a une deuxième équipe comme ça qui est assez incertaine, mais on était plus d'accord sur sa position, les a tous mis assez haut, c'est les Celtics. Les Celtics qui ont perdu Kyrie Irving, les Celtics qui ont surtout perdu Al Horford. Voilà, on les met souvent entre la 2e et la 4e place. Les nouveaux Celtics l'ont emmené par Kemba Walker et puis avec un poste de pivot, un Enes Kanter, un Daniel Theis ou un Vincent Poirier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors les Celtics, oui, l'arrivée de Kemba, forcément, ça va remplacer l'arrivée de Kyrie. Est-ce que c'est aussi fort mentalement, je pense, dans le vestiaire aussi. Après, en termes de talent, peut-être un peu moins, mais je pense que le bonhomme en lui-même, Kyrie, maintenant place aux jeunes. Place à l'évolution de Brown, Tatum, laisser Hayward en 6e homme, faites de la place pour Brown et Escanter en pivot titulaire. C'est compliqué quand même, physiquement, est-ce que ça va tenir mais ce noyau qu'a su créer Boston en termes de gain de talent est vraiment intéressant. Ça a prouvé il y a 2 saisons que ça avait déjà marché. Moi, je suis assez fan de ce qui s'est passé à Boston. Déjà, j'ai fait une intuition, mais je sens que le groupe va avoir une très très bonne mentalité. Je pense que t'as des mecs qui vont être très revanchards. Kemba Walker, il a quand même pris une grosse décision. Il va avoir besoin de prouver qu'il mérite le contrat qui lui a été offert cet été. Brown et Tatum vont être, à mon avis, soulagés de la disparition d'Irving, qui apparemment, mettait des petits bâtons dans les roues au vestiaire. Et je pense qu'ils vont vraiment, cranter cette année. Enes Kanter, si je suis très loin d'être fan du joueur et surtout en playoff, je pense qu'il fera très très bien le boulot en saison régulière. C'est un mec qui est... tu sais ce que tu peux tirer d'Enes Kanter. C'est un mec qui a quand même du talent dans les mains, qui va aller prendre du rebond, qui va mettre des points. Tu sais ce que tu peux faire avec Enes Kanter dans la vie. Tu as, à mon avis, un des meilleurs coachs de la NBA pour gérer tout ça. Donc voilà, moi je pense que du côté des Celtics, moi je vois pas de soucis cette année, je vois pas de soucis surtout en saison régulière. Après effectivement Kanter en pivot titulaire, je suis
assez peu convaincu. Je pense que ça peut poser problème cette année, cette rotation intérieure, mais en tout cas pas en saison régulière. Voilà, donc moi c'est une équipe que je vois très très haut et peut-être même gratter plus haut que la 3e place. Ok, je vous avoue que je suis assez, comment dire, j'ai pas un avis tranché. Il y a vraiment plein de facteurs qui se mettent en place là dans ma tête et voilà, je vais dire que déjà Gordon Hayward, effectivement, il lui fallut du temps pour récupérer de sa blessure. On sait que souvent quand t'as une très grosse blessure, il te faut autant de temps pour récupérer. Attention à Gordon Hayward cette année. À côté de ça, je vais peut-être aussi être rassuré par le fait que les mecs de Boston ont passé du temps ensemble à Team USA. Pour être honnête avec le public, là on recorde le soir où il y a eu France-USA et j'ai pas encore fini le match. Donc j'ai dit aux gars de pas me spoiler. Donc je sais pas jusqu'à quand cette aventure Team USA va se finir. Mais voilà, c'est des mecs qui vont avoir un vécu collectif par Team USA, qui vont apprendre à jouer ensemble, à se découvrir, enfin qui ont appris à jouer ensemble, à se découvrir. Donc ça c'est forcément positif pour une équipe. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils vont pas être claqués si la compétition est longue et dure? Est-ce qu'ils vont pas être claqués en fin de saison? Ça, ce sera à voir. Maintenant, pour le développement des jeunes, le problème, c'est que Jaylen Brown est un horrible joueur quand il tient le ballon. Et il aime tenir le ballon, donc faut vite qu'on lui fasse comprendre que c'est pas son rôle. À côté de ça, Tatum, il aime beaucoup l'isolation, mais il est pas non plus efficace en isolation, donc c'est bien que Kyrie soit parti, mais les responsabilités offensives, si elles doivent lui revenir, faut qu'elles lui viennent dans un jeu qui est plus construit, que ça vienne par le coach et pas lui qui force le jeu. Donc ça, je vais voir aussi. On sait que c'est des mecs très très jeunes. À Duke, il avait déjà cette tendance à prendre le jeu à lui. Moi, je vais attendre surtout de Jason Tatum qu'il comprenne mieux le basket collectif, sans vouloir non plus être désagréable avec ce mec-là, hein, qui a de fortes capacités et de fort potentiel et qui a vraiment toutes les armes pour réussir. Et puis, t'as aussi le fait que effectivement tu remplaces Kyrie par Kemba, donc ça peut avoir l'air bien, mais faut pas oublier que s'ils ont des pourcentages, quand tu regardes le brut, assez similaires, Kyrie Irving est un très fort joueur sur catch and shoot, là où Kemba Walker est un peu plus en deçà. Kemba Walker, c'est un mec qui a presque toute sa carrière joué avec le ballon en main, qui est très efficace sur les pull-ups à 3 points en sortie d'écran, en sortie de dribble, mais quand il a pas le ballon et qu'il le récupère, c'est pas son truc de base. Si Boston veut aller loin, si Boston veut gagner des matchs, il faut que ton meneur de jeu lâche un peu plus le ballon. Donc tu vas avoir beaucoup de pick and roll avec Hunter, Poirier, Tice, etc. Ça va être très très bien. Est-ce que Kemba Walker va réussir à s'adapter dans un nouveau basket et à lâcher le ballon et ne pas reprendre ses vieux démons? Ce sera à voir. Donc je les ai mis pour l'instant top 4. Ça peut être très très haut et puis ça peut aussi prendre du temps. Prendre du temps pour que chacun crée sa hiérarchie et qu'on ait un fond de jeu défini du côté de Boston. Mais pour moi, c'est trop talentueux à tous les postes pour que ça marche pas. Glisser. T'as, à mon avis, à tous les postes des mecs qui savent scorer. T'as des mecs sérieux qui peuvent défendre. Je les vois pas glisser énormément dans la conférence. Je trouve qu'il y a vraiment un certain gap de niveau entre Boston et les gens qui pourraient gratter derrière. Ok. La faiblesse, c'est le poste 5. C'est le poste, mais de toute façon, comme on a dit plutôt à l'est, le poste 5, c'était pas beaucoup de temps. Et Kanter, c'est quand même un joueur qui est bien c'est un joueur référencé NBA qui a... Voilà, il va te faire ton double-double tous les soirs, et puis c'est un mec qui... Tu vois, partout où il est passé, les gens l'adorent, enfin... Ah oui, c'est sûr. Bon, sauf à Utah, où ça s'est pas très bien passé, mais... Ah ok, si c'était un 6e homme, après titulaire à New York, donc à New York, super. Il a été combatif avec Portland, mais faut pas oublier que c'est un gars qui est blessé assez souvent aussi, qui un défenseur. C'est voilà, il va se battre tous les soirs pour le maillot et il va te dire dans les médias qu'il va carrière à Boston. C'est lui qui va convaincu. Je pense que c'est suffisant en saison régulière. Et après en playoff, on verra ce que l'équipe a construit quoi. Je pense que c'est très largement suffisant. Il va falloir que Tice et Poirier derrière ça. Ouais, je pense que c'est une équipe qui est quantitative dans leur scoring, pas forcément qualitative. C'est des mecs qui vont marquer plein de points. Je pense vraiment à l'axe 1-5 qui va marquer des points. L'axe 2-3-4 va marquer aussi, mais ce sera pas dans la qualité. Donc voilà, je pense que on a dit que le vestiaire allait s'apaiser. Je suis pas encore convaincu. Ça dépendra vraiment de comment Brown, comment Tatum vont laisser la place ou vont essayer de prendre le lead et comment les autres joueurs vont l'accepter.
Après, t'es allé chercher des rookies. Je pense particulièrement à ton rookie qui va pouvoir créer du jeu, qui va être intelligent, qui peut avoir un rôle à la Al Horford, celui qui sort de Tennessee. Donc voilà, ça peut être aussi une option au poste 5. Donc ouais, Grant Williams qui peut vraiment reprendre ce rôle le rôle d'Horford. Donc je vais créer du jeu, je vais marquer près du panier aussi, je vais pouvoir défendre correctement et switcher sur plusieurs positions. Donc voilà, effectivement, Boston, équipe en saison régulière qui devrait faire le taf en playoff. On verra, mais équipe à suivre dans tous les cas. Et le petit Carson Edwards aussi, qui va être sympa à suivre. Alors lui, c'est un feu follet. Lui, c'est un feu follet. C'est un mec, son profil, c'est, je sais pas, plus d'1m85, même pas plus d'1m80, mais je parle de partout. Mais il va être marrant à suivre, je pense. Ouais, il est drôle. Juste, je voulais rebondir sur la hiérarchie. Ça va être Kemba Walker le patron, et je pense que là, ça se voit déjà avec Team USA cette année. C'est que c'est lui qui a pris le lead de Team USA. T'inquiète pas, on va pas te spoiler. Il y a eu un match nul. On voit bien que Brown et Tatum sont les lieutenants de Kemba. Et Kemba est le patron, et je pense que Kemba sera le patron. Et ben, faut l'espérer pour les Celtics, il faut espérer que ça joue bien ensemble. Ok, bon bah les gars, on a fait ce gros taf là de faire le recap de toute la conférence Est. On en est arrivé au bout. Bien joué à nous et bien joué aux auditeurs qui nous ont suivis jusque là. Et je vais les inviter je vais vous inviter à venir débattre avec nous sur le forum, à suivre l'actualité sur Basket USA. Et puis si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le commenter, à le partager à tout votre entourage, à tous vos proches. Nous, on vous fait des gros bisous. Et puis les gars, moi, je vous embrasse aussi pour avoir tenu la baraque avec moi. Merci à vous.